Voilà. Alors, en fait, je faisais de la photographie. J'ai fait de la photographie euh, comme comme moyen politique en fait. Et les premières photographies que je montre, là, c'est des photographies que j'ai faites dans des usines euh, avec l'intention. Les photographies, j'ai donné aux ouvriers. Ça servait à discuter de leurs conditions de travail. Éventuellement, je les donnais aux syndicats comme un peu support aux luttes. Et oui, donc j'ai fait pas mal de choses dans les usines. À l'époque, j'étais toujours habillé en bleu et je rentrais en fraude. C'est-à-dire que je rentrais avec des ouvriers et puis ben, je me cachais quand les chefs arrivaient et donc je photographiais et je redistribuais les photographies. C'est là que j'ai commencé à distribuer systématiquement les photographies aux gens qui étaient photographiés. Parce que dans ce cas-là en particulier, c'était important qu'ils se voient. La première fois que j'ai donné une photo à un ouvrier, la réaction, ça a été « Oh là là, je suis sale ». Et en fait, ils n'avaient pas conscience de l'environnement dans lequel ils étaient parce qu'ils étaient attachés au travail, quoi. Donc ça, c'est des choses que j'ai faites comme support à une activité politique. Ça, c'est un travail sur Fos-sur-Mer où je suis allé avec une lettre d'une agence canadienne qui m'avait envoyé, soi-disant, faire un reportage sur les aciéries françaises. Et donc là, à partir de ça, on a essayé de monter une publication qui décrirait avec deux amis, qui décrirait les industries françaises ou les industries de la région Rhône-Alpes, en tout cas à l'époque, j'étais à Saint-Étienne, en mettant l'accent sur les gens et en essayant de mettre avec des images des paroles des gens. Bon, échec total. C'est pas grave. Là ensuite, c'est un travail, c'était une proposition d'exposition à la Maison de la Culture de Saint-Étienne. Et donc j'ai demandé à faire un travail sur la mine. Et je suis allé. Donc là, le travail il a duré 3 ans, où j'allais me promener. Donc j'avais pas le droit d'aller au fond. Donc j'allais me promener à la mine et je discutais avec les gens et je photographiais les gens. Et voilà, c'est le résultat de ce travail. Ça a été exposé à la Maison de la Culture de Saint-Étienne, qui était à l'époque un lieu d'art contemporain vraiment important à Saint-Étienne. Et en fait, c'est le moment où j'ai un peu basculé du côté de l'art. C'est-à-dire que ce travail, bon, les mineurs ont tous eu leurs photos, mais ce travail, il n'était pas dirigé vers une action politique. De toute façon, c'était les 3 années avant la fermeture de la mine. Et voilà, il y avait pas grand-chose à faire, quoi. J'ai suivi la dernière grève qui a duré plusieurs mois, mais qui était une grève où personne n'en avait rien à faire. Donc c'était... Donc il reste ce travail là, je crois qui dit aussi quelque chose, enfin qui doit vous parler par ici, parce que un peu l'histoire de ce pays, la mine, et puis il y a des choses du tissage, des choses comme ça. Et alors parallèlement à ces photographies, j'ai commencé à m'intéresser à la culture ouvrière et à tout ce qui se passait autour du travail. Donc à Saint-Étienne, mais il y avait l'équipe de football. Dans les usines, le panneau syndical, c'était Aller les Verts. Et donc j'ai commencé à aller au stade et à suivre un petit peu les gens. Et je me suis rendu compte que les gens qui allaient au stade et qui supportaient l'équipe, en fait, ils allaient, chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils étaient là. C'est-à-dire que s'il y avait des majorettes, ils étaient là. S'il y avait la Sainte-Barbe, le défilé de la Sainte-Barbe, ils étaient là. Et donc, c'est des gens qu'on pourrait appeler des badauds, mais moi je dis c'est des supporters, c'est des gens qui sont toujours là pour soutenir les mouvements dans la rue. Et donc là, il y a une série, et c'est aussi le moment où j'ai commencé à faire des séries et des séquences
Donc ça, c'est une série, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de photographies, il y a, je sais pas, 13, 14 photographies, je sais plus combien. Mais c'est ça et pas plus. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, ben, le travail, il faut limiter les images, essayer de dire le plus de choses possible avec le moins d'images, l'économie, quoi. Toujours l'économie. Et je voulais parler supporters, je voulais pas faire 200 images, quoi. Alors ça, c'est des choses qui ont été exposées à l'Institut pour la photographie. Après, un travail dans un foyer. Et là, vous avez remarqué que ça change de format. Hein. À un moment donné, je travaillais au 24-36 et je travaillais un petit peu à l'américaine. Je faisais pas du reportage, je faisais vraiment du documentaire, mais avec une pratique qui était proche de la pratique des reporters. Et à un moment donné, en particulier dans ce travail, il y a un travail que j'avais fait avant, je me suis rendu compte que le 24-36, c'était un appareil que je trouvais assez agressif, parce que c'est moi qui allais vers les gens, c'est moi qui m'imposais aux gens. J'étais toujours caché derrière mon appareil, c'est-à-dire qu'on voyait un bout de front dégarni. Et quand j'ai commencé ce travail, je me suis dit, mais il faut que je me confronte aux gens, il faut qu'ils me voient quand je les photographie. Et donc c'est avec un relais flex, l'appareil pose sur le ventre, où je cadre, je regarde les gens. Et donc, ben, on est dans un rapport. Moi, je me mets plus en danger d'une certaine façon, et puis les gens ils sont plus à l'aise. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui rend la photographie possible. C'est là que je me suis rendu compte pourquoi Diane Arbus est arrivée à faire ces photographies, parce qu'elle était là. C'était pas un appareil qui photographiait des gens, c'était une femme qui était en face d'eux. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est important. Et chaque fois, dans le travail, il y a toujours quel appareil j'utilise et pourquoi j'utilise cet appareil. Voilà, c'est... Et dans la culture ouvrière, bien évidemment, il y a les jardins. Donc, on voit des gens dans les jardins. Toujours des portraits, toujours pris de la même façon. Le décor qui veut dire quelque chose, pour moi, c'est... Et puis montrer des gens qu'on voit pas, quoi. Je trouve que c'est important. Enfin, on les entreaperçoit dans la rue et là, ben, du coup, on peut les regarder. Alors, tout ça, c'est pas de l'architecture, mais c'est ce qui va dans la ville. Et ce qui fait, dans une ville comme ça, c'est à Saint-Étienne, dans une ville industrielle, c'est la population fait la ville, hein, aussi. Alors, à ce moment-là, j'ai eu une commande. Là, ça a été vraiment quelque chose de très important. C'était pour un livre qui s'appelait Cartes et plans, fait par l'école d'architecture de Saint-Étienne et l'université. Et le projet, c'était de photographier. Le projet, c'était de décrire la ville à partir de tous les plans qui étaient dans les archives municipales. Il y a un livre qui est peut-être à l'école d'architecture, je sais pas. En tout cas, qui a été réédité, donc on doit pouvoir le trouver. Et donc, je devais photographier des immeubles, et moi, ça m'intéressait pas beaucoup de photographier des immeubles. J'ai proposé de photographier les familles dans les immeubles concernés. Et donc là, j'ai mis au point une technique très particulière, c'est qu'il fallait faire un portrait des gens et un portrait de l'appartement. Et donc, je suis avec un appareil. Alors, c'est toujours sur rendez-vous. Les gens choisissent l'endroit où ils veulent être photographiés.
les membres de la famille qui vont être dans la photographie. L'appareil est posé sur un pied, le plus loin possible, donc des fois je suis contre le mur. La lumière disponible, c'est-à-dire il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'éclairage, parce que la lumière c'est un meuble aussi. Et je photographie, peu importe comment c'est, j'essaye de faire une image à chaque fois. Et donc alors là c'est plus seulement des ouvriers, mais c'est un peu toute la population de Saint-Étienne. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que la ville était en train de changer et que la municipalité essayait d'effacer l'image de Ville-Noire. Et comment on efface l'image de Ville-Noire? On met des igouigouis de couleurs un petit peu partout. Voilà. Donc c'est un peu cette histoire-là on a des immeubles tout à fait ordinaires, mais on met. Alors j'appelle ça postmoderne. C'est pas du postmoderne. Hein, c'est une utilisation fautive du langage postmoderne. Mais bon, peu importe. C'est à l'intérieur de Manufrance qui a été plus ou moins démoli, quoi, qui était une industrie emblématique de Saint-Étienne. Et donc, il y a dans la série que je fais ensuite, c'est des photos de Saint-Étienne, de ces photos-là, et c'est des ensembles qui sont, chaque ensemble ajoute une pierre à la construction. Et donc, il y avait ces images de postmoderne, il y avait les intérieurs. À ce moment-là, j'ai commencé à photographier mes aliments bruts, c'est-à-dire que si j'allais acheter un poulet, je photographiais le poulet entier avant de le cuisiner. Et donc, j'ai commencé quelque chose que je continue encore, qui est un autre élément dans l'exposition à l'Institut pour la photographie. Il y avait les images de Saint-Étienne et il y avait un lapin, un magnifique lapin. Donc voilà, ça c'est une façon de parler de la ville en prenant des points de vue différents et des types d'images différentes. Tout ça, toutes les images là sont photographiées à la chambre 4-5 sur pied. C'est aussi une façon d'être présent dans le paysage, c'est-à-dire que je deviens, quand je photographie comme ça, quand je suis sous le voile, je deviens un objet dans le paysage. Et comme je circule très lentement, et comme je prends beaucoup de temps pour prendre les photos, les gens se demandent ce que je trafique, et donc ça pose question par rapport à l'environnement, et ça permet d'établir des relations avec les gens par rapport à la description de la ville. Voilà des places comme on en connaît bien, des places minérales. Voilà, alors on revient. Vous n'êtes pas fatigué? On revient un petit peu plus près d'ici. Ça, c'est une commande. C'était un projet de développement social des quartiers. Et à Liévin, c'était la cité Magnès, qui est une cité des houillères. Et là encore, j'ai un peu compliqué les choses parce que j'ai un peu circulé dans la région et je me suis rendu compte que Liévin, c'est une ville qui avait été blessée un certain nombre de fois par la mine, par la guerre de 14, ensuite par la mine et ensuite par la disparition de la mine. Et à ce moment-là, la mine avait fermé il n'y avait pas très longtemps. Donc les gens étaient dans leur cité et ils attendaient un petit peu que la mine rouvre, quoi, parce qu'ils disaient il y a encore du charbon. Voilà, et l'idée c'était de faire un travail avec les gens de ces cités là pour d'une certaine façon leur permettre de prendre en main leur image, quoi. Alors quelques cimetières militaires évidemment, et on peut pratiquement pas passer à côté. Ensuite des images de la présence de la mine, et ça aussi c'est des séquences dans ce cas-là. C'est-à-dire que les photographies sont ordonnées et numérotées. Et les séquences, en général, elles sont entre 2 et 6 photographies.
C'est-à-dire que c'est aussi une façon de travailler à l'économie, de montrer le plus de choses avec le moins d'images. Donc ça, c'est une séquence qui s'appelle Les vestiges de la mine. Alors, toutes ces séquences étaient titrées et numérotées. Et ensuite, on rentre dans la cité. Et là, bien sûr, toujours la même chose, c'est sur rendez-vous. Les gens, alors il y a beaucoup de gens parce qu'ils vont venir toute la famille. Chaque personne a sa photographie. Et c'est aussi une façon que le travail il soit présent. C'est-à-dire que quand je suis parti, dans la ville, il reste chez les gens les photographies qu'on ne peut pas voir, mais que si on voulait, on pourrait, si on faisait le tour de la cité, on pourrait demander aux gens, vous avez la photo qui a été faite. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus que je vais vous montrer. Et là aussi, j'ai fait un choix assez serré. La séquence s'appelle « Les habitants de la cité Magnès », simplement. Et j'aurais pu faire plusieurs cités, mais c'était important de se concentrer sur un seul endroit, et d'une certaine façon, par la photographie, refaire communauté. C'est-à-dire que dans la cité, il y a les gens qui ont été photographiés, et c'est les gens qui ont été photographiés, qui ont accepté, qui ont joué le jeu, c'est pas les mêmes que ceux qui n'ont pas joué le jeu, d'une certaine façon. Alors, retraités mineurs, femmes de retraités mineurs, enfants de mineurs. Alors maintenant, on passe à autre chose. Et ça, c'est des projets des commandes sur des sujets précis, mais c'est à chaque fois essayer de composer une image complexe de l'endroit pour lequel on m'a fait une commande. Alors Rotterdam, la première chose qui m'a étonné, alors c'est Alexanderpolder, c'est un quartier qui a été construit sur un polder, et c'était le cinquantenaire de la construction de ce quartier. Et ce qui m'a étonné, c'est la façon dont les arbres étaient implantés. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit « mais les arbres, il faut bien les planter, hein, ça n'existe pas comme ça, les arbres ». Et en fait, ils faisaient des lignes d'arbres. C'était des endroits où, en Hollande, il n'y a pas particulièrement beaucoup de forêts. Hein. Et donc, j'ai fait une série d'images, au 4x5, d'immeubles et d'arbres. Et alors ça, c'est un travail qui était très important en quantité d'images. Et comme je n'avais pas la place de les montrer, j'ai décidé de montrer les images en contact. C'est-à-dire que ces images-là, 6x6, elles étaient 6 par 6 collées au mur. Images perdues. Et c'est difficile à regarder, mais en même temps, c'était la seule façon de montrer la complexité, ce qui se passait dans ce quartier. Ça, c'est ce que j'appelle une grille. C'est toutes les maisons d'une rue. Elles sont toutes pareilles. Et si vous regardez bien, vous voyez que chacun a essayé de personnaliser un petit peu ce qu'on trouve quand on regarde dans les appartements, dans des HLM, où on voit que chaque personne essaye de mettre sa patte, en fait, dans un endroit qui lui est imposé. Construction, c'est des maisons collées les unes à côté des autres, très, très, très minimales, hein, comme ça se fait beaucoup en Hollande, comme Oud faisait des maisons comme ça, qui étaient beaucoup plus intéressantes, mais tout ça n'est pas de la très bonne architecture, c'est simplement, ça répond aux besoins de loger des gens, quoi. Et voilà, alors c'était présenté comme ça, 6 contacts qui formaient une grille qui permettait de comparer dans tous les sens les habitations. Alors les jardins, dans les milieux ouvriers, il y a des jardins tout le temps, partout. En Allemagne, enfin moi j'en ai toujours vu.
La différence, c'est que, par exemple, à Saint-Étienne, c'est des jardins où on faisait de la culture vivrière, on faisait des choses pour manger, avec une obligation de mettre des fleurs. Ça, c'était un règlement du jardin, il fallait qu'il y ait un certain nombre de fleurs. En Hollande, c'est complètement différent, c'est un lieu de loisirs. Ils font pas de culture, ils font comme un jardin de villa ou de maison. Mais c'est le même principe, c'est des jardins les uns à côté des autres. Et là aussi, chacun. Enfin, c'est la créativité des gens, c'est quand même assez incroyable, quoi, parce que c'est des petits bouts de terrain et ils arrivent à faire des choses absolument. Et alors, ils vont passer les week-ends et les vacances là. Bon, ça se fait en France aussi, hein, dans les villes ouvrières, il y a des gens qui passent leur week-end au jardin et puis qui vont en famille. Mais là, c'est vraiment un lieu de loisir. Ça m'a beaucoup surpris. C'est très... Pas de légumes, quoi. Ensuite, ben, comme toujours, quand je vais quelque part, il faut que je rentre chez les gens. Et ça dit quelque chose de différent. Hein. On voit bien que c'est des immeubles, des HLM, c'est tout en habitat social. Et on voit bien que c'est pas du tout ni la même construction, ni la même façon d'habiter, quoi. Alors d'un côté, moi, quand je fais ça, ça m'intéresse bien de mettre côte à côte des séquences comme ça de différents endroits. Alors ça, c'est moins économe parce que c'était vraiment montrer toutes les images. Et j'ai montré dans ce cas-là toutes les images. Et montrer aussi qu'il n'y a pas que des Hollandais pur sucre. Montrer la diversité dans le quartier, qui était pour moi une chose extrêmement importante. Et on voit le rôle de la lumière. Enfin, on est dans un pays très au nord, en fait, et il y a des grandes fenêtres, la lumière rentre autant que possible dans la maison. Les gens ils s'installent à côté de la fenêtre, ce qui pose des problèmes techniques difficilement surmontables. Voilà, et puis on termine avec le symbole de la Hollande. Là aussi, c'est une sorte de typologie des moulins dans les jardins, quoi. Il y a toujours cette idée de dire quelque chose sur plus complexe que simplement des photographies. Bon, là, c'est une commande purement d'architecture, enfin d'urbanisme, qui m'a été faite par Stefano Boeri, architecte italien, qui devait faire le plan de restructuration du port de Gênes, puisque l'activité portuaire changeant beaucoup, ils ont déplacé le port à l'extérieur de la ville, et donc ils voulaient récupérer la zone portuaire pour en faire une zone et de loisirs ils ont fait des universités, des hôtels. Enfin. Et donc je devais donner une image de cette zone avant les travaux. Alors je me suis un peu concentré sur la Sopra Ilavata, qui est une route qui traverse Gênes. C'est absolument effrayant, fascinant et magnifique. Et donc je me suis promené dans la ville, entre la ville et le port, en passant d'un côté à l'autre. Puis j'avais des laissez-passer pour aller me promener dans le port. Et donc essayer de montrer comment il y avait une couture entre la ville et le port, et pour que les architectes voulaient se poser la question de comment on rouvre et comment on fait des passages vers la mer. Parce que
comme beaucoup de villes portuaires, Gênes est une ville qui tourne complètement le dos à la mer. En fait, à la Renaissance, où le danger venait de la mer. Il y avait les pirates qui arrivaient, quoi. Et à Gênes, quand les pirates arrivaient, les gens se réfugiaient dans les étages et fermaient les escaliers. Et ils abandonnaient la ville aux pillards, mais eux étaient tranquilles avec leurs biens aux étages. Donc voilà, cette histoire-là, d'un coup, on dit il faut retourner voir la mer. Et donc ça, c'est un ensemble on ne voit pas tout, c'est un ensemble de 105 photographies. C'est tout pris à la chambre. C'était important pour la présence dans le paysage. Et j'ai montré ça, des toutes petites images, à peu près comme ça, et collées au mur toujours. 105 photographies, ça faisait une très grande ligne, et qui était cette ligne-là qui parcourait tout ce territoire-là. Voilà, alors là, ça va intéresser directement les architectes, s'il doit y en avoir. C'est Le Corbusier. Comme vous savez, Le Corbusier a construit des immeubles, et il en parlait en disant que c'est des machines à habiter. Ce qui est intéressant quand on parle de l'époque industrielle. Et donc, à Firminy, il y a une unité d'habitation qui est en HLM. Et à Marseille, il y a l'unité d'habitation qui est en copropriété. Et donc, en HLM, les habitants n'ont pas le droit de toucher ni au mur, ni à rien. Donc, en fait, je voulais voir comment, et il y a des gens de toutes origines, voir comment les gens arrivent à se débrouiller dans cet espace qui est quand même très violent. C'est-à-dire que Le Corbusier, il dit, je vous donne ça, je construis ça et vous allez vivre comme ça, comme lui a décidé. Et en fait, les gens, ils essayent de lutter contre ça, et c'est intéressant. Alors, dans les HLM, alors ça, c'est quelqu'un qui travaillait à l'école d'architecture, donc il était assez proche il n'avait pas trop touché. Et on voit d'ailleurs, il y a une autre photographie, c'est un architecte, et on voit bien que lui, il habite dans Le Corbusier, quoi. Il est complètement il est dans un monument d'une certaine façon, il n'y touche pas, alors que les autres habitants, voilà, ils essayent de lutter contre, peindre les murs et mettre des fleurs, prendre des choses à la mezzanine. Voilà. Voilà, et là on est à Marseille. Population complètement différente, bien sûr, puisque à Firminy, c'était beaucoup de population. Alors, population et ouvrière et intellectuelle, artistes, enseignants, tout ça mélangé, fonctionnant très bien. Et là, c'est Marseille, et à Marseille, les gens sont propriétaires, et alors ils ont prolongé la mezzanine, c'est-à-dire qu'ils ont fait un faux plafond. Certains ont gardé l'appartement tel qu'il était, mais il y a même des gens qui ont ouvert, qui ont acheté 2 appartements et qui ont ouvert entre 2 appartements, de façon à avoir un appartement beaucoup plus grand. Là, on voit une prolongation de la mezzanine. On voit le bord de la mezzanine. Alors, pour ceux qui connaissent Le Corbusier, il y a des appartements montant à droite, montant à gauche, descendant à droite, descendant à gauche. Parce que les appartements sont encastrés, en fait, c'est 2 boîtes avec une partie courte et une partie longue. Et donc, ils sont emboîtés les 2. Donc, on rentre une fois par le haut, une fois par la grande pièce, une fois par la petite pièce. Voilà, il y a un appartement qui a été complètement modifié avec
l'ouverture entre deux appartements et une ouverture complète vers l'autre côté de l'immeuble, quoi. Voilà. Bon, ça vaut la peine de le regarder plus précisément. Ceux que ça intéresse, qui sont plus précisément architectes, peuvent aller sur mon site, ils verront les images et ils pourront et les télécharger et jouer avec. Voilà. Alors, Ludwigshafen, ville industrielle, c'est une commande aussi pour les 150 ans de BASF. Alors, pour la petite histoire, BASF, avant-guerre, ça s'appelait IG Farben. Et c'est là où on faisait le Zyklon B et les gaz moutarde, des choses comme ça. C'était une industrie qui était très, très sympathique. Et donc, même chose, une commande pour les 150 ans de l'usine. J'ai décidé de photographier les ouvriers, mais je me suis aussi promené dans la ville et j'ai photographié la ville. Donc, les autoroutes urbaines, Ludwigshafen, c'est une ville qui date du 19e siècle, c'est-à-dire que l'usine a été construite et ensuite on a construit des habitations pour les habitants. La vraie ville, c'est Mannheim, qui est de l'autre côté du Rhin, où il y a l'université, où il y a le musée, où il y a les belles maisons. Et Ludwigshafen, c'était la ville ouvrière. Et comme c'était la ville ouvrière, il y a eu pas mal de bombardements et BASF a fait construire un petit peu partout des bunkers. Et alors, quand j'ai dit qu'il y avait des bunkers un peu partout, les gens de Ludwigshafen ont affirmé qu'il n'y en avait pas. Donc, je me suis mis à photographier tous les bunkers et j'ai fait c'est une planche, en fait, à la fin, une planche de bunker avec les coordonnées GPS de chacun pour qu'on puisse aller vérifier que c'est vraiment là et que c'est un vrai bunker qui restera tout le temps, hein, qui est indestructible. Alors il y a une grande série, puis quand j'ai eu fini, je suis retourné pour l'exposition et j'ai découvert encore des bunkers. Donc ça s'est arrêté là. Voilà. Mais en fait, je trouve que c'est des monuments très, très significatifs dans une ville. Et je trouve très étonnant qu'on refuse de les voir et Alors, certains ont été réutilisés. En particulier, il y en a un qui est studio d'enregistrement. C'est pas complètement idiot. Et ensuite, des ouvriers. Alors, même chose, des portraits, des bêtes portraits debout dans des endroits qu'ils ont choisis. Et en fait, c'était à chaque fois des photos pour eux, pour qu'ils les gardent, quoi. Bon, je sais pas, apparemment, les gens de BASF étaient très contents, mais bon. Les gens du musée étaient un peu moins contents parce que je voulais absolument montrer les bunkers et eux ont décidé que c'était pas possible. Donc, ça c'est un peu mal fini. Enfin, mal fini. On n'était plus très copains. Et puis après, comme d'habitude, je sors de l'usine, je vais dans les jardins, et puis on voit à nouveau. Et finalement, quand on regarde, on peut comparer d'une culture à l'autre, d'un endroit à l'autre, comment sont les jardins, quoi. Et puis quelques images de la ville pour finir. Pour faire le tour, en fait, à partir d'une commande qui est sur une usine et qui pourrait amener à la production d'une quinzaine ou une vingtaine d'images, comment c'est intéressant de tourner autour et d'essayer de comprendre comment une ville se construit, comment une ville industrielle se construit. Et ça, c'est tous les quartiers autour de l'usine. Et voilà, et on finit par un quartier qui s'appelle Hemshof,
qui est exactement à côté de l'usine et qui est le premier quartier qui a été construit et qui est maintenant habité principalement par des travailleurs immigrés, beaucoup de Turcs, bah, beaucoup de kebabs, des Italiens, des Grecs. Voilà. Et là, bah, comme j'avais un problème avec l'allemand, j'ai pas pu aller chez les gens, mais je suis allé voir les commerçants du quartier. Ça dit aussi quelque chose. Voilà. Et on a fini.